6ème partie, Melbourne, suite et fin. En montant dans le tramway, un gars m'applaudit. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Faut dire qu'à chaque fois, c'est un peu l'exploit. Je soulève ma chariote à bout de bras pour monter les marches et ponctue l'effort par un cri viril, histoire que tout le monde capte bien que ça pèse lourd. Je m'assois à côté du mec qui vient de m'applaudir et nous nous présentons. C'est un gros bonhomme souriant aux allures de nounours. Nous nous parlons de tout et de rien quelques minutes, puis lorsque je lui dis que je viens de Marseille, il me sort un jeu de cartes, le tarot de Marseille. C'est marrant de voir qu'ils connaissent mon bled jusqu'en Australie. Il demande d'avoir les lignes de ma main et commence à me lire la bonne aventure. Selon lui, je viendrais d'une famille pleine d'amour mais sans affection. Ouais, effectivement, mais bon, c'est un peu facile. Et j'aurais eu une très mauvaise mémoire. Là, effectivement, je dois avouer que je suis surpris. Il m'annonce ça comme une vérité absolue, alors qu'a priori, il a aucun moyen de savoir, on ne se connaît pas. Et en l'occurrence, ceux qui me connaissent le savent, j'ai une mémoire tellement mauvaise que c'en est presque maladif. Par exemple, j'oublie fréquemment le prénom des filles avec qui je couche. Lorsque ça arrive et que je me fais griller, elles me font passer pour un mégalo qui s'intéresse tellement peu aux autres qu'il est pas foutu de se rappeler le nom de ses meufs. Bon, c'est pas complètement faux, mais n'empêche que j'ai vraiment des problèmes de mémoire. J'oublie tout ce que je fais, où je pose les objets, les lieux où j'ai été, les gens que j'ai connus, etc. Une mémoire de poisson rouge. Il continue. Lorsque je me fixe un but, je l'atteins toujours, malgré les galères et les obstacles que je rencontre. Ouais, je me méfie un peu de cette ligne dans la mesure où la flatterie fonctionne très bien sur moi. À 40 ans, j'aurai plus besoin de travailler. C'est possible ça. Il m'a sorti 2 ou 3 autres prédictions, et à chaque fois qu'il m'annonçait un de mes traits de caractère, il avait tout juste. Amusant. Et sans se la jouer mystique, hein. Quand je lui ai demandé comment il faisait, il m'a simplement répondu que c'était écrit juste là, dans les lignes de ma main, comme si c'était juste sous mes yeux. Je l'ai remercié pour le divertissement et l'ai invité à mon spectacle avant de sortir du tram. Je me demande quand même quelle est la technique. Même avec une bonne analyse, je vois pas comment il a pu balancer autant de répliques et se planter si peu, alors qu'il savait rien sur moi. Il m'a même pas posé la moindre question avant de faire son numéro. Jeudi 22 février. Je suis de retour sur le marché de Saint-Kilda. Pas un sou en poche, j'ai dépensé mes derniers dollars hier. Si je me plante ce soir, c'est la merde. Mais y a pas de raison, la place est remplie et la température agréable. Malgré tout, je regarde à droite, à gauche, guettant toujours le retour de ma princesse. C'est ici que je l'avais rencontrée. Et si elle revenait ce soir, elle agirait sans doute comme si s'était rien passé. Du genre « Oh, ravi de te voir ». Et moi, comme un con, je tomberais de nouveau dans le piège, impuissant face à ses charmes maléfiques. Faudrait vraiment que j'ai la force d'un guerrier pour réussir à l'ignorer comme la dernière des merdes. Je suis pas du tout sûr d'en être capable. Je recroise Pete, le gars au bus rouge énorme. Il est de retour du festival de Tasmanie. Là-bas, il est avec Zanzibar. Apparemment, ils sont bien amusés. Ce soir, il va jouer. Lui aussi a un spectacle. Super. Il commence à m'expliquer un peu ce qu'il fait, mais je suis plutôt pressé, pas le temps. Il faut s'organiser vite pour être prêt à la bonne heure sur les différents spots. Grâce à mon expérience de la semaine passée, je lui explique qu'il faut gérer avec l'organisatrice, la vieille blondasse mal baisée de la dernière fois, pour pas se faire virer. Lui me suggère d'aller en dehors du marché sur le spot du Luna Park et de faire un méga show collectif. Un truc qui dure plus d'1 heure et qui rassemble plein de monde. Il a apparemment des enceintes énormes et pas mal de matos délirants. Mais moi je suis là pour bosser, ça me tente pas des masses son délire artistique expérimental. Je préfère jouer mon show en solo et faire ma thune. Après avoir planifié nos heures et lieux de passage, je vais sur mon premier spot. Et là, j'ai la surprise d'y trouver un autre performeur. Ah putain. Je passe un coup de fil à Pete, qui me filait son numéro, pour lui dire que je commencerai en retard. Il me répond que finalement, lui ne jouera pas. Il a croisé des potes et a déjà commencé à picoler. Ok, je vois, super pro le mec, hein. Tandis que le performeur que j'ai sous les yeux a un problème technique, sa sono ne marche pas, il part en chercher une autre. Je prends donc sa place, on s'en sort pas si mal finalement. À peine le temps de préparer mon staff et de m'assouplir que le cercle s'est déjà formé. J'ai toute une équipe de touristes japonaises, elles sont marrantes, faciles à faire hurler. Juste avant que je commence mon show, une nana vient me voir. Elle bosse dans un stand à côté. La semaine dernière, j'ai déjà joué là et elle a vu mon show, ça lui a beaucoup plu. Mais pendant que je jouais, elle n'arrivait pas à vendre quoi que ce soit. Je monopolisais toute l'attention. Elle veut pas me chasser, juste trouver une solution pour qu'on bosse tous les deux. Et je sais vraiment pas comment réagir. Je suis pas là pour baiser qui que ce soit, et en plus d'être sincère, elle me laisse le choix, et elle est mignonne. Elle est bonne en manipulation en fait. J'ai presque envie de renoncer au show, mais je sais que de toute façon, si c'est pas moi qui joue, c'est l'autre performeur qui va revenir. Je lui propose de resserrer mon cercle pour pas bloquer le passage, et de faire mon prochain show ailleurs. Mais au fond, tout ça c'est du vent. Les cercles sont durs à maîtriser, surtout un jour comme aujourd'hui. Il y a de la musique, du bruit et énormément de monde. Lorsque je serai parti, un autre jouera derrière moi. Et tout ça, elle en a aussi parfaitement conscience. Mais on fait semblant d'y croire.
Je lance le show, et comme j'avais prévu, le cercle est dur à gérer. L'ambiance est agitée, il y a trop de bruit. Les gens m'écoutent pas vraiment. En plein milieu, je vois l'organisatrice débarquer, horrifiée de voir que je bloque tout en plein centre du marché. Et merde, j'aurais préféré qu'elle me trouve pas celle-là. Cette connasse se met à gueuler et commence à bousiller mon cercle, à pousser les gens pour les faire partir. J'arrive malgré tout à maintenir la tension et garder une partie du public que je resserre autour de moi. Galère. C'est casse-gueule comme show. J'arrive quand même à le terminer tant bien que mal. Ouah, chapeau de merde, forcément. Après ça, je vais devant la porte du Luna Park. Et il y a le performeur de tout à l'heure. Il fait un bon cercle. À la fin de son show, quand j'enchaîne, il me dit qu'il a vu mon cercle se faire éclater tout à l'heure. Je lui fais remarquer qu'au final, ça lui a plutôt porté chance d'avoir des problèmes de sono. Il a pu éviter le spot piégé. Lorsque je joue, il est tard. Trop tard. L'ambiance est très moyenne. Au moment de commencer, j'ai un alcoolo qui vient sur scène foutre la merde. Agressif. Avec mon faible niveau d'anglais, je comprends même pas ce qu'il raconte. Et à ce stade du show, mon cercle est trop petit pour m'aider. Au final, le mec s'est barré après avoir mis un grand coup de pied dans la poubelle que j'ai placée sur scène. Il m'a un peu saccagé l'ambiance. Déjà que c'était pas terrible. Je fais quand même mon show, tant bien que mal. Faut bosser. Puis je retourne au spot central, là où les jeunes font du feu et du tam-tam. Pete est là, une bière à la main, il danse et s'amuse. Moi j'ai dépensé toute mon énergie dans ces deux shows minables et je n'ai rien reçu. Il me reste plus la force de m'amuser. Je regarde les autres danser, il y a quelques filles mignonnes, mais je suis pas assez dans l'ambiance pour donner de l'énergie à l'une d'entre elles. Si mes spectacles avaient bien marché, j'aurais peut-être pu en brancher une. Mais là, le mieux pour moi, c'est de rentrer au van et dormir. Je compte bosser demain, ainsi qu'après-demain et le jour suivant. Mon regard file de droite à gauche, à la recherche d'une princesse qui ne réapparaîtra pas. J'ai toujours pas guéri, salope. Pete vient me parler. Il voit que je suis pas dans l'ambiance. Après avoir discuté un peu, il me dit « Je connais tout de toi et tu ne sais rien de moi. » En gros, ça veut dire ferme un peu ta gueule et écoute les grands frères. C'est vrai, à chaque fois qu'on a discuté, j'ai surtout parlé de mon nombril. Pete vient de me mettre en garde. J'ai pas du tout pris au sérieux ce bonhomme rigolo avec sa bouteille d'alcool, mais au moment où il a prononcé sa phrase, son expression faciale a changé. J'ai alors senti tout le poids de son expérience et de sa bienveillance. Cet avertissement est prononcé pour m'éviter de partir en couille, comme tant d'autres performeurs mégalos. Lorsqu'on perd sa capacité d'écoute et que l'ego prend le dessus, on n'évolue plus du tout, que l'on soit un grand ou un minable. Dans les arts martiaux par exemple, dans tous les dojos que j'ai parcourus, les meilleurs combattants étaient toujours les plus intelligents, et bien souvent les plus humbles. Les idiots et les vaniteux ne sont pas capables de progresser, soit par manque de capacité, soit par manque d'écoute et de remise en question. C'est ma vanité qui me bloque depuis des années. Je repars au van en méditant là-dessus. Même ici, où il y a un tas d'artistes internationaux bien meilleurs que moi, je fais preuve d'un manque d'humilité constant. Si je fais rien, de retour en France, fort de mon expérience, je vais être imbuvable avec les autres artistes. Je suis déjà assez désagréable en festival avec tous ceux que je considère comme ne faisant pas partie des vrais artistes de rue. Bien des fois, j'ai pas hésité à appliquer la loi du plus fort et écraser d'autres shows sous le poids du mien. Je me souviens encore d'un mec à Aurillac fou de rage parce que j'avais joué à 50 mètres de lui alors qu'il était programmé. Un vieux gars de 40 ans qui se croyait bon avec son expérience, ses décors et sa grosse sono. Un show de merde. Un cercle fragile qui a fini par venir grossir le mien. Il a voulu se battre avec moi, je lui ai ri au nez. Cet été, à Sarlat, je vais être haï. Quand j'y pense, c'est le lot de tous les bons. Phil est détesté par tout un paquet d'artistes. On verra. Le jour où Pierrot prendra ses distances, ça voudra dire que je suis devenu un connard inaccessible. En même temps, c'est normal qu'il y ait des grosses différences de niveau entre artistes. Un tas de mecs jouent uniquement l'été, et jusqu'à l'an dernier j'en faisais partie. Quand tu joues seulement dans les périodes faciles, tu stagnes. Ceux qui bossent dehors, même l'hiver, dans le froid et les rues désertes, développent une force, un mental et une capacité de survie. Bref, le savoir-faire, ça transforme. Mais c'est à double tranchant. On s'use à endurer les conditions trop difficiles ou à trop bouffer de rue. Pour la première fois cette année, je goûte à la difficulté des shows hors saison. En Europe, l'été, il suffit de mettre un peu de musique pour choper du public. Et dire que je croyais que c'était ça la rue. Faire des cercles dans le froid sur une place déserte, chauffer une rue glaciale en offrant à de parfaits inconnus la chaleur d'un feu allumé avec les brindilles de son âme, finir en miettes devant un cercle vide, un chapeau vide, un lit vide et glacial, une couverture de survie pour tenir jusqu'au lendemain, parce que dans le camion, en hiver, il fait aussi chaud que dans un frigo. Et comme un abruti, j'avais même pas de poils, mais qu'importe, il fallait tenir le coup, ne pas tomber malade, rester fort même dans le sommeil, trouver la force de s'arracher aux couvertures le matin, lorsqu'à la lueur du jour je parvenais enfin à m'endormir. Et recommencer, chaque jour, pour devenir meilleur,
sans se perdre en chemin, devenir meilleur, car le public, lui, ne s'améliorera pas. Le travail ne peut se faire que sur soi-même. Devenir meilleur, sans pour autant faire de la soupe commerciale, ni devenir un mégalo imbuvable. Devenir meilleur, parce que c'est une question de survie. Devenir le meilleur. Et surtout, toujours y croire. Parce que c'est ça mon vrai talent. Je ne serai jamais le meilleur en fait. Mon talent est médiocre, que ce soit en kung-fu, en comédie ou en quoi que ce soit. C'est uniquement ma détermination qui fait la différence avec les autres. Je me souviendrai toujours de ce dialogue dans Fly ou Dragon Quest, un manga que j'adore. Le héros demande à son maître « Le guerrier possède la force, le magicien l'intelligence. Le héros fait un peu de tout, mais il est moins bon que le guerrier en combat ou que le magicien en magie. Comment se fait-il qu'il soit le personnage le plus important de l'équipe ?» Le maître répond « Le héros est le membre le plus important, car même dans les situations où tout semble perdu, il garde toujours espoir, grâce à son courage. » Vendredi 23 février, je compte mon fric pour me réveiller 100 $. Ouais, 2 fois moins que jeudi dernier. Et en même temps, j'ai foiré les 2 shows, c'est déjà pas mal d'avoir fait un peu de thunes. Ce matin, je pars faire une interview en ville, à une radio appelée SBS. C'est Serge qui m'a obtenu ça. Ils ont des émissions en 27 langues, dont une française. Je suis accueilli par une femme appelée Danielle Kemp, apparemment une célébrité locale. On entre dans un studio, devant les sièges il y a des gros micros, sympa. Elle me pose des questions sur ce qui m'emmène à faire du spectacle de rue, à quel âge j'ai commencé, pourquoi j'étais venu ici et dans quelles conditions. Mes réponses semblaient l'étonner et lui plaire. Je m'en suis bien sorti, c'était du direct, j'ai un peu raconté ma vie, placé une dédicace au pote à Beaubourg et à Serge. À la fin, elle me donne un autre rendez-vous pour la semaine suivante. Elle veut me faire une autre interview. J'ai aucune idée de à quoi ça me servira, mais c'est tellement agréable d'être traité comme une star. Je vais essayer d'obtenir des contacts pour faire une émission télé, ça débouchera peut-être sur des contrats. Dans l'après-midi, je suis allé à une agence d'Emirates, ma compagnie d'avion, pour fixer ma date de retour. Je voulais rentrer le 12 avril, mais c'est booké jusqu'au 6 mai. Merde, ça fait carrément rester 1 mois de plus en Australie. Faut que je change mon visa, que je bosse 1 mois de plus à Sydney dans une période merdique, et ça me ferait rentrer très tard en France, vu que je veux passer 1 mois en Thaïlande. Waouh, dur. Le soir, je me présente à la South Bank, le gros spot de Melbourne, pour le tirage au sort. C'est la première fois que je vais jouer ici, j'ai un peu la pression. Il y a plein d'autres artistes, je connais de vue la plupart, certains d'entre eux me snobent déjà, ok. Par contre Dusty, celui qui connaît Zanzibar, est toujours aussi sympa. Grâce au tirage au sort, je joue à 21h30. Parfait. Pour l'instant il est 18h, d'autres commencent à bosser. Les 2 premiers shows galèrent pour faire leur cercle, ça a pas l'air facile. Pourtant, ils sont pas mauvais. Jusqu'au tour d'un gars qui m'avait pris de haut. Il est excellent. Un show personnel, efficace, gros cercle, gros chapeau. Même moi j'ai aimé. Pour son final, il grimpe pieds nus sur une échelle dont les barreaux sont remplacés par des katanas aiguisés comme des rasoirs et jongle tout en haut. J'ai un peu dragué 2 jolies nanas qui sont sur le spot depuis un moment, des petites jeunes qui comptent regarder tous les spectacles. L'une d'entre elles est particulièrement mignonne. Cheveux blonds décolorés jusqu'au blanc, yeux bleus foncés superbes. J'arrive à les convaincre de rester jusqu'à mon spectacle. Lorsque vient mon tour, j'ai la méga motivation. Comme quoi, il me suffit de 2 groupies pour y croire. Et quand on y croit, ça marche. Très rapidement, j'ai un cercle correct. Au moment de commencer, je fais asseoir tout le monde et ils m'obéissent, je suis super content. Les autres artistes ne l'ont pas fait. Avec ça, je suis sûr de tous les impressionner. Manque de bol, mon cercle était trop petit pour asseoir la première rangée, ce qui fait que la deuxième, qui reste debout, est encore incomplète. Donc je n'ai pas un mur visuel entre moi et les passants. Et n'importe qui peut me voir tout en restant à distance. Donc au lieu de grossir correctement, mon cercle reste moyen jusqu'à la fin. Fait chier. Et cette erreur d'arrogance, je l'avais déjà fait en France. Ça m'énerve. Une fois que j'ai terminé, il est assez tard, la plupart des artistes s'en vont. Même les nanas que j'avais abordées se sont barrées sans rien dire. Comme quoi, les erreurs se payent cher. Il reste plus qu'un seul performeur pour jouer. Un de ceux qui me snobait. La quarantaine, cheveux longs, l'air assez sérieux. Avant de commencer, pendant que je range mes affaires, il me demande si je suis content de mon dernier show. Je lui réponds la vérité, mais non, évidemment. Il commence à me parler de lui, me dire qu'il fait des gros cercles, des gros chapeaux, blablabla. J'ai encore affaire à un mégalo. Je l'écoute quand même, par politesse, tandis qu'il se prépare. Pour me tchatcher comme ça avant de jouer, au lieu de se concentrer, c'est soit un fou, soit un pro. Malgré l'heure tardive, il a l'air parfaitement détendu. Et au moment de commencer, il me dit « C'est la bonne heure pour jouer. Et après moi, tu devrais en refaire un. » En refaire un ? Je suis crevé. Et depuis hier, je fais que des shows de merde. Si je passe après lui, il sera 11h. C'est très très tard pour l'Australie. Mais il a raison, je dois tenter le coup. Après tout, faut que je bosse. J'ai pas fait une thune la semaine dernière. Alors même si je dois finir le week-end en rampant, je jouerai. Qu'est-ce que je risque au pire ? De me vautrer encore ? Bah au moins, il n'y a plus aucun autre artiste pour voir ça. Je regarde son show en attendant d'enchaîner. Et ouais, il est bon.
Très bon. Assez vite, il a un gros cercle très compact, puis le referme entièrement pour jouer en 360 degrés. Pas mal, c'est le seul à avoir fait ça sur le spot. Gérer un public en cercle complet est très difficile. L'artiste doit donner son attention dans toutes les directions à la fois. On parle de cercle, mais en fait, la plupart d'entre nous, moi y compris, nous jouons uniquement devant des demi-cercles. Malgré le respect que j'ai pour sa maîtrise, son show ne m'emballe pas des masses. C'est un show à l'anglaise très classique. Pour son final, il se fait enfermer dans une camisole de force, emballer les jambes dans un grand sac à patates, puis enrouler de chaînes cadenassées. On se demande comment il va se libérer, ça paraît complètement impossible. Pourtant, il y arrive et en faisant des gags, ça c'est pas mal. Moi je m'inquiète. À cause de mon niveau de fatigue, mon corps ne réagit plus. Le simple fait de parler me coûte de l'énergie. Des gens m'abordent parce que je suis en costume et m'étire, c'est à peine si j'ai la force de leur répondre. De toute façon, dans cet état, je comprends même plus l'anglais. Mon cerveau se met tout seul en stand-by. Je sens que je vais lutter pour jouer. Quand vient mon tour, je tente le tout pour le tout. Mais mon cercle ne se fait pas. Il y a trop peu de passages, trop tard. Mais j'insiste, calmement. 3 babacools s'arrêtent, je prends le temps de discuter avec eux, leur demande d'où ils viennent, etc. On est dans la rue après tout. Pourquoi je pourrais pas avoir une discussion normale avec les gens? Puis je continue de danser après les avoir placés devant la corde. Ils ont l'air sympas et m'encouragent. Après quelques mouvements, j'ai un petit peu de monde. Assez pour me faire applaudir au moment du grand écart. Je prends un des babacools pour faire un saut périlleux au-dessus de sa tête. Cheveux longs et t-shirt psychédélique, le contraste avec mon personnage de ninja est rigolo. Une fois le chapeau de monstre enfoncé sur sa tête, il est parfait. Puis je me dis, si je foire l'accro et me vautre sur ce type, ses potes ont l'air trop mous pour me péter la gueule, donc c'est safe. Après le saut, j'ai un vrai cercle, petit mais compact, et avec du public de qualité, calme et réceptif. Heureux de trouver un spectacle à cette heure tardive. Le show est agréable, détendu. À la fin, une mère de famille me file un billet de 50 $. Et pas discrète, elle a été la première à me sauter dessus pour le chapeau, à montrer son billet devant tout le monde et me le donner. En même temps, c'est parfait, ça donne aux autres une idée de la valeur de mon travail. Et ça fait réfléchir ceux qui comptaient me filer 20 centimes. Même les babacools se sont collectés entre eux et m'ont filé 30 $. Petit public, mais que des grosses donations. Je m'y attendais pas. Belle émotion. Je cours remercier l'autre artiste de rue avant qu'il ne parte, c'est quand même grâce à lui que j'ai rejoué. Il semble fier de moi, et m'avoue qu'il pensait que, malgré ses conseils, j'allais juste rentrer chez moi, comme les autres. Et c'est vrai qu'il faut du courage pour relancer un show après une foirade, surtout aussi tard le soir. Mais devenir un vrai artiste de rue est tellement dur. Je peux pas me permettre de laisser passer le moindre signe, ou la moindre opportunité de faire un show. Un aîné qui m'encourage à jouer, je prends, j'écoute. Nous discutons une bonne heure et devenons amis, il s'appelle Simon. Et vers minuit, j'attrape le dernier tramway pour Saint-Kilda. La fille du resto m'a invité à dormir chez elle. Je commence à y penser sérieusement, j'ai vraiment besoin d'affection. Même si ce soir j'ai fini sur un bon spectacle, le fait de rentrer seul et vidé d'énergie, encore et encore, c'est usant à la longue. Un peu de réconfort ne me ferait pas de mal. Sauf qu'une fois arrivé à Saint-Kilda, il est plus d'1h du mat. Je suis crevé. Par contre, la lumière de Serge est toujours allumée. Comme d'habitude, il dort pas. D'ici, je l'entends parler au téléphone depuis son balcon. Il apparaît en slip et t-shirt à la rambarde, la classe. Je l'interpelle. « Hey, Spider-Man !» Il m'invite à dormir chez lui, dans une chambre d'amis avec de la moquette, un lit de place et un ventilo. Par rapport à ce à quoi je suis habitué, c'est du super luxe. Samedi 24 février. Réveil très agréable. Bien dormi, en forme pour jouer de nouveau. Dans ma boîte mail, je trouve un message de ma petite sœur. Elle y démonte littéralement la princesse, ça fait plaisir. En discutant avec Serge, je raconte un peu ma journée d'hier et j'évoque mon souci avec la date du billet d'avion. Il me répond qu'il va arranger ça. Pardon ? Il envoie un mail. Une demi-heure plus tard, il reçoit un coup de fil et m'annonce que je pars le 8 avril. J'hallucine, il est vraiment trop fort. Et j'étais dans la merde avec cette histoire. Le changement de visa et tout, je savais même pas comment faire. Il vient de me sauver la vie, le mec. Moi, quand je suis allé à l'agence, ils m'ont fait poireauter 2 heures, traité comme la dernière des merdes, et en aucune façon je n'aurais pu partir avant le 6 mai, donc le mois d'après. Et Serge, il a obtenu le ticket sur un simple coup de fil. On lui propose même de choisir le siège. Il m'a fait gagner 1 mois. Putain, merci. Je descends au camion compter le fric d'hier soir. 175 $, cool. Si je continue comme ça, j'atteindrai mes objectifs. Je veux gagner 450 $ par semaine, pour au moins gagner plus qu'un smicard, question de fierté. À 13h, je vais au tirage au sort, et obtiens un horaire à 21h30, comme hier, c'est parfait. À cette heure tardive, il n'y aura plus beaucoup de performeurs sur le spot, donc la plupart ne verront jamais mon show. Ils continueront de me prendre pour un gamin qui vient s'amuser à tirer un numéro sur le spot des artistes de rue, c'est pas grave. Ça fera pas de mal à ma mégalo de se faire piétiner un peu. Je rentre à Saint-Kilda et me repose pour être frais ce soir. Pas évident avec la chaleur.
À 18h, je me motive et décide de tenter un show de jour au bord de la plage avant d'aller en ville. Y a pas grand monde, je m'étire, c'est jamais perdu. Une bande de jeunes filles asiatiques s'arrête et me demande ce que je fais. Du kung-fu, vous voulez que je vous montre ? Elles sont enthousiastes et s'attendent à ce que je fasse une figure ou un coup de pied. Mais je lance carrément le show. Une fois placée en ligne devant ma corde, elles tapent joyeusement des mains sur la musique et poussent des petits cris sur mes déhanchés. J'ai du bol, ce genre de petit groupe est parfait pour commencer. Ça attire l'attention des autres passants et me donne de l'énergie. Grâce à elles, j'arrive à me faire un cercle sans feu alors que la rue est très calme. Je lance mon nouveau show de jour, la salade. Mes acteurs sont mauvais, mais je m'en sors à peu près. Un petit chapeau à 30$, mais c'est mieux que rien. Qu'importe, à mon niveau, le fait de jouer ce spectacle jusqu'au bout, sans perdre mon cercle, est déjà une immense victoire en soi. C'est seulement la deuxième fois que j'y parviens. Et ce coup-ci, dans une rue quasiment déserte, j'ai assuré. Ça me fait tout drôle de faire un spectacle sans acrobatie ni flamme, juste à la tchatch. J'ai l'impression de toucher à une nouvelle discipline. Maintenant, c'est l'heure de filer à la South Bank. Là-bas, une joyeuse surprise m'attend. Les filles d'hier, elles sont revenues. Je les engueule gentiment de pas m'avoir dit au revoir l'autre soir en partant, histoire que ce coup-ci, elles me refassent pas le coup. C'est vrai ça, à quoi bon draguer des filles avant le show si elles se barrent pendant le chapeau ? Je passe juste après l'équipe de performeurs qui jouent en ce moment. Ils viennent de commencer. C'est les seuls à jouer en couple. Ils m'ont complètement snobé hier. Quand je m'étais présenté poliment à la nana et lui avais demandé ce qu'elle faisait comme performance, elle m'avait répondu « Rien ». Genre mystérieuse et faussement modeste, genre c'est une star. Non mais quelle connasse. Au final, elle et son mec ont un show de merde et ils ont du mal à faire leur cercle. Quelle bande de blaireaux. Et comme pour les achever, un feu d'artifice démarre une fois qu'ils ont enfin réussi à avoir du public. Ça, c'est le pire truc qui puisse t'arriver dans un spectacle de rue. Des lumières multicolores qui parcourent le ciel dans un grondement d'explosion semblable au tonnerre. Tous les gens lèvent les yeux au ciel. Autant dire que plus personne te regarde, hein. Et évidemment, leur public se disperse en quelques secondes. Ils finissent un peu amers, le chapeau à zéro, rangent leurs affaires et s'en vont. Eh c'est bien, hop, cassez-vous, moi j'enchaîne. Il est assez tard, mais le cercle se fait facilement pour moi. Après hier soir, j'ai la super confiance. Mais il y a un trou à droite de mon cercle que j'arrive pas à refermer. Tout ça à cause d'une famille d'Asiatiques qui refuse d'avancer jusqu'à la corde. Je m'approche d'eux pour leur dire de s'avancer. Ils semblent très intimidés et reculent pour maintenir la distance, sans pour autant se barrer. Ils veulent voir le show, mais veulent pas s'approcher. Putain, je parviens à les rassurer, ils acceptent d'avancer. Je retourne vers le centre tandis qu'ils rejoignent le cercle, puis sans prévenir, je fais demi-tour, pousse un cri et m'élance vers eux avec un coup de pied sauté. Waouh! Ils bondissent paniqués et s'enfuient en hurlant. Mon public est mort de rire. Bon, j'en ai sacrifié quelques-uns pour mettre le reste du public dans la poche, mais c'est pas grave. De toute façon, je les vois revenir à petits pas. Ils ont l'air de se méfier encore plus que tout à l'heure. Le spectacle se passe très bien. J'arrive à trouver d'autres gags pendant le show, des nouvelles improvisations. À la fin, au moment de l'épée, au lieu de parler de thunes ou du fait que je sois célibataire, je leur demande de s'asseoir. Et à ma grande surprise, ils m'obéissent. C'est la première fois que j'arrive à faire ce coup-là, sur un aussi gros cercle. La sensation est géniale, une grosse bouffée de bonheur dans la gueule. J'ai vraiment le sentiment que le public m'offre sa confiance. J'envoie ma chorégraphie d'épée avec toute l'énergie que je peux mettre dedans. Vu que les gens sont assis, je peux faire passer les flammes au-dessus de leur tête. La tension est aiguisée. À la fin, lorsque je leur parle de ma vie, j'ai vraiment tout mon temps. Il n'y a aucun risque que l'un d'eux se lève et se barre sous le regard outré des autres. Je leur ai dit que j'étais à ce jour le plus jeune artiste de rue international à ma connaissance. Vous n'imaginez pas à quel point ma vie est dure. J'en remets une couche. Mais en vous voyant tous assis autour de moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie. Applaudissements, cris, etc. Au milieu du vacarme, je hurle « I love you !» Ah putain, un spectacle à émotion. Au chapeau, une bande de breakdancers, sceptiques au début du show, est venue me faire un câlin collectif en scandant une sorte de slogan en rap incompréhensible. Après ça, plusieurs nanas m'ont embrassé sur la bouche. D'habitude, il y en a qu'une, et encore les jours de chance. Et quelques types ont acheté mon CD en me félicitant. Aucun performeur n'était là pour voir ça. Et les mêmes qui ont fait des shows merdiques plus tôt dans la journée continueront de me traiter comme un loser demain, des mecs qui font pas la moitié de mon chapeau. Mais bizarrement, je commence à le prendre mieux, avec humour. Aujourd'hui, par exemple, je me suis amusé à me faire passer pour un débutant un peu naïf auprès des autres. Juste avant mon show, un des artistes que je sentais pas trop m'a posé des questions, interrogatoires quoi. J'ai répondu n'importe quoi. « Il dure combien de temps ton show ?» « Ouais, généralement j'abandonne au bout de 15 minutes parce que personne me regarde. »« Ah merde, et tu fais quoi ?»« J'essaye de faire des blagues et de raconter des histoires, mais c'est pas évident vu que les gens comprennent pas ce que je dis. »« Ah ok, et tu fais ça depuis longtemps ?»« Ben pas trop, c'est la deuxième fois. » Ce coup-ci, les petites nanas m'ont attendu. Ah, finalement, je récupère le numéro de la jolie blonde avant d'aller prendre le tramway.
Au passage, j'achète des bonbons pour Serge, j'espère que ça lui fera plaisir. Il fait tout un tas de trucs pour moi. Il m'a quand même fait gagner 1 mois au niveau de mon billet d'avion. Moi, j'ai l'impression d'être inutile à côté. Enfin bon, chacun son truc. Le mieux que je puisse faire est de me concentrer sur mon travail. Lorsque j'arrive à Saint-Kilda, il est pas là. Je l'appelle, et il semble bourré, ok, amusant, c'est pas du tout son genre. Il a dû se faire avoir en picolant lors d'un vernissage ou une autre mondanité auquel il est abonné. Il me rejoint un peu plus tard et engloutit les bonbons en 2 minutes. Ah ah, j'étais sûr que ça lui plairait. Après ça, il m'invite de nouveau à dormir dans son appart. Eh ben merci. Dimanche 25 janvier. Petite parenthèse alimentation. Faut que je vous reparle de la protéine. Depuis le début du voyage, pour rappel, je me nourris principalement de protéines en poudre. Mais la protéine, c'est quoi ? Une sorte de molécule qu'on trouve dans la viande. Les scientifiques du futur ont réussi à l'extraire pour en faire de la poudre. De la protéine en poudre que l'on mélange à de l'eau ou du lait pour obtenir une boisson immonde et malodorante. Sur la boîte, on peut pourtant lire « délicieux goût au chocolat », ainsi que des mots savants écrits en américain tels que « Whey Isolator, Mass Gainer, Super Pro 2000 ». Pourquoi est-ce que ça m'aide à rester sec ? C'est simple, à chaque fois que j'ai un petit creux, ça arrive souvent, au lieu de bouffer des biscuits comme avant, je commence par boire cul sec un bon verre de prot, mélangé à de l'eau tiède qui macère dans mon van, c'est parfaitement infect. Après ça, impossible d'avaler quoi que ce soit, j'ai plutôt envie de vomir. Et mine de rien, ce mélange équivaut à 3 ou 4 steaks. Convaincu ? Attendez, j'ai même pas encore parlé des effets secondaires. Après un bon verre de prot, j'enchaîne souvent sur 2 gélules de créatine. J'ai pas vraiment compris à quoi ça servait, mais il semblerait que ça me donne un petit bonus d'endurance, histoire de tenir le coup lors des périodes d'efforts prolongées et intenses. Disons sur 1 mois. Après, il faut faire une pause d'au minimum 1 mois, pour pas crever. C'est un vendeur qui m'a dit ça. De toute façon, l'homme du futur ne bouffera pas bio. Faut se rendre à l'évidence, il se nourrira de pilules et de poudre. Autre question, pourquoi la rue peut rendre fou ? Qui peut imaginer la dépense d'énergie d'un artiste de rue ? Un autre artiste de rue. Et c'est tout. Max, la grande gueule, ne parle pas que pour dire des conneries. Je me souviens d'une de ses phrases qui m'a marqué. « Street performing is one of the most difficult jobs. » Le spectacle de rue est un des métiers les plus durs. Et il a raison. Alors bien sûr, on bosse pas 40 heures par semaine, ni 12 mois par an. C'est peut-être pas une histoire de quantité de travail, mais plutôt de difficulté. J'ai pourtant été manutentionnaire, colleur d'étiquettes sur des boîtes de pâté, déménageur, vendeur de radiateurs, de pulls, d'espaces publicitaires, d'appareils photo. J'ai monté une affaire de matos de jonglage, de maintenance et de montage d'ordinateurs, de location de paintball. J'ai même été dealer. Ouais, je me suis fait choper d'ailleurs. Jamais aucun de ces boulots ne m'a demandé ne serait-ce que la moitié des sacrifices que j'offre à la rue. À mon avis, la prostitution est un des boulots les plus durs, et juste après vient le spectacle de rue. Lorsqu'on se bat si dur, et que ça foire, on peut vite s'effondrer. Les histoires des mecs passés du statut d'artiste de rue au statut de clodo ne sont pas rares. Avec un peu d'expérience, on peut accepter de foirer un show, relativiser et se dire que ça marchera mieux demain. Laisser tomber pour aujourd'hui. Ouais, mais lorsque le show foire plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, on se brise face à l'indifférence de la foule. Il suffit que ce genre d'échec arrive au moment où on n'a plus une thune, qu'on est loin de chez soi, que la température fasse soudain une chute glaciale, qu'on ait des problèmes d'alcool ou autre, et c'est la merde totale. Le désespoir, la remise en question. Mais pourquoi j'ai choisi cette voie ? Nombreux sont ceux qui abandonnent dans la rue, parce que c'est trop dur. On se sent alors minuscule face aux pavés hostiles et impitoyables, car la rue ne sourit qu'aux forts. Sur le spot de Melbourne, un des artistes de rue est issu d'école de cirque. Il est excellent jongleur, comédien, et surtout, c'est de loin le plus original et le plus créatif des performeurs de la place. Malgré ça, il est mauvais dans la construction de cercles. C'est d'ailleurs un défaut courant chez les mecs du cirque. J'ai vu ce mec jouer plusieurs fois. La première fois, il était en duo avec une nana, et leur show a foiré à cause d'un feu d'artifice, tu te souviens ? La seconde fois, il a joué seul, avec un show nouveau et complètement déjanté, où il mélangeait danse, performance débile, c'est-à-dire mettre une fourchette par terre, jeter une orange en l'air, marcher sur la fourchette pour la faire bondir, la rattraper au vol et embrocher l'orange avant qu'elle ne touche le sol. Tu parles d'une performance ? Il a fait des conneries pendant plus d'1 heure et a perdu son cercle 2 fois. Les seuls à être vraiment morts de rire étaient les autres artistes de rue. À la fin, il avait même pas 10 personnes dans son public et a ramassé un chapeau merdique, forcément. Après, il est immédiatement parti. Pas envie de subir le regard des autres performeurs, j'imagine. Le lendemain, il est revenu avec son ancien spectacle. Il avait sans doute besoin de refaire des sous. Mais le hic, c'est que son show a encore foiré. Il a perdu le premier cercle et a recommencé dans la foulée. Je me demandais comment il avait l'énergie de s'acharner à ce point. Et au cours de la deuxième tentative, il a craqué. En plein milieu du show. Il est devenu fou,
a défoncé son matos à coups de pied, c'est impressionnant à voir, hein, et s'est barré en hurlant. Même moi j'ai été choqué. Je te raconte pas la gueule du public. Sa copine est venue récupérer les restes de son matériel et a passé le chapeau. Lui s'était déjà barré. Ça arrive. Quand j'y pense, ça me fait tout drôle. L'effet déstabilisant passé, je me suis demandé, est-ce que sans sa copine pour le materner, il se serait laissé aller à craquer? Parce que moi, là, si je fais le con, personne viendra ramasser mes miettes. Et d'un point de vue théâtral, sa sortie ne laisse pas indifférent. Donc, quelque part, c'est ça le plus intéressant. Ce moment précis où il a shooté dans sa valise de spectacle et où il a commencé à piétiner son matos en hurlant alors qu'il tentait en vain de séduire une foule sceptique depuis plus d'une demi-heure, à cet instant précis, il a brillé. Il a enfin saisi l'essence du spectacle. Tous les regards étaient sur lui, captivés. Là, il s'est passé quelque chose. Sauf qu'il n'était plus conscient et n'a pas compris son élan de génie. La rue, c'est pas de la rigolade tous les jours. C'est pour ça qu'il faut renforcer à fond la construction du show, pour pas être à la merci des conditions difficiles ou d'un public merdique, parce que ça arrive, il faut se protéger. Les artistes dans son genre font pas de vieux os, quoiqu'il a déjà probablement la trentaine. Moi, je me prends même pas encore pour un artiste. Je suis lucide. Je fais du fric avec mon cul, comme une pute. Les gens croient que je rigole lorsque je dis ça, mais en fait pas tellement. Le jour où j'aurai vraiment un bon show, je reconsidérerai mon statut. Pour l'instant, il y a du boulot. D'ailleurs, c'est mon tour. Comme d'hab, je réussis à faire mon cercle avec mes flammes et ma tenue sexy. Une construction solide à force de répéter les mêmes gestes avec acharnement. L'assurance suffisante pour pas trop en donner au début et laisser une part au mystère. En y repensant, c'est pas la première fois que je vois un artiste de rue devenir dingue. À Sarlat, il y a un mec, lui aussi issu du cirque d'ailleurs, qui hurlait des insultes aux enfants lorsqu'il pétait un plomb. De plus en plus, j'essaye d'écouter et de comprendre les anciens. Ils en ont vu toutes les couleurs pour en arriver là. Des mecs comme Philippe répondent avec légèreté « J'ai cartonné dès le début ». À croire que la première fois qu'il a fait de la rue, il a rencontré le même succès qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard. C'est des conneries. Quand j'y repense, j'ai cartonné dès le début. Mais ferme ta gueule. Comment peut-on dire ça à un débutant? Je l'adore, Phil, mais il y a des fois où il sort de telles conneries. En posant un peu plus de questions, il a fini par me dire que durant ses premières années de voyage, il gagnait tout juste de quoi survivre et continuer la route. Et c'était déjà pas mal. Zanzibar a dépensé tout son fric lors de son premier voyage en Australie. Il est rentré chez lui avec seulement 50 $. Et l'un comme l'autre devait être un tout petit peu plus âgé que moi à l'époque. Tout ça me rassure lorsque je me rends compte que je ne dépense rien. Au contraire, je pense que je gagnerai un petit peu d'argent avec ce voyage. Et des opportunités de contrat en dehors de la rue commencent déjà à se présenter. La plupart des anciens ne parlent pas de leur début. Ils sont depuis trop longtemps habitués à leur succès pour se rappeler que eux aussi sont partis de rien. Ici, le plus expérimenté est probablement Simon. Il est le seul à faire des shows en 360 degrés et à pouvoir faire plus de 300 $ sur ce spot. Imagine. C'est lui qui m'a encouragé à rejouer l'autre soir. Et depuis, on est potes. Il m'a expliqué les astuces de la place, les petits trucs à savoir. Il m'a aussi expliqué le rôle du clodo qui reste toujours avec les artistes de rue. Il est là pour surveiller notre matos, aller faire des courses pour nous et nous filer un coup de main pour emballer. Il s'appelle Philippe. Oh merde, ça me fait bizarre de l'appeler comme mon maître. Mais bon, ok, donc il s'appelle Phil. Certains l'ignorent, d'autres le méprisent ou le traitent comme un esclave. C'est le cas de Max. Max le traite mal. Mais Simon, lui, le considère avec respect. Il le traite bien. En l'observant, j'ai effectivement constaté son utilité. Une fois qu'on a fini le show et qu'on discute avec les gens du public, le clodo reste à proximité du chapeau, surveille la thune et le matos, en arborant une mine mauvaise, comme un chien de garde. Il assure en fait. J'ai partagé mes biscuits au chocolat avec lui. Au fil des jours, on a appris à se connaître, et dans la mesure où j'ai une bonne relation avec Simon, il m'a facilement accepté et proposé ses services. En gros, si j'ai besoin de quoi que ce soit, il est là pour m'aider, pour aller m'acheter du kérosène en urgence, ce genre de choses. Ça peut être très utile en fait. Habitué à me démerder seul, j'ai jamais eu besoin de lui, mais pour le remercier de toujours veiller sur le matos, quand on va manger ou quand on discute, je lui file quelques dollars de temps en temps. Quelques biscuits, une glace, une boisson, histoire de partager quelque chose avec lui, de parler un peu et de respecter son rôle auprès de nous. Mercredi, Serge m'avait proposé de faire des photos de moi à poil. Il appelle ça du nu artistique. Ouais, je m'engage encore dans un truc chelou là. Mais si ça se trouve, il arrivera à les vendre à un magazine et ça me fera un peu de thunes. Au bout du monde, j'en ai rien à foutre de ma réputation. Alors qu'en France, je me demande la gueule que je ferai en me voyant sur la couverture de Tétu. On va faire ça ce soir. Kate nous a indiqué un entrepôt désaffecté qui fera un décor parfait. J'ai encore jamais posé nu, je me demande si je vais être gêné, d'autant plus que Serge est gay, et forcément. Bref, une fois sur le lieu, moi à poil et Serge équipé de son appareil photo hors de prix entre les mains, j'assiste à sa transformation. Lui, qui ressemble d'habitude à un nounours souriant, son regard d'un coup se plisse et devient perçant. Il me donne des directives précises et me dit exactement quoi faire.
Toutes les 5 minutes, il me montre le résultat sur son petit écran. Les clichés sont superbes, je me reconnais à peine. Il est pro, vraiment super pro. On a fait des photos pendant près de 3 heures, 2 séances d'affilée. Une sans feu et une avec. C'est très éprouvant et ça demande énormément de concentration. J'ai même des courbatures à cause des pauses. Mais le résultat est surprenant. On a fait un excellent travail. Même Serge qui en a vu d'autres est tout excité. Mais pas une excitation sexuelle, non. L'excitation du créateur qui vient de faire une œuvre. En repartant, il me dit « Cette séance pourrait justifier à elle seule notre rencontre ». Après ça, on était plutôt contents de nous. Alors on est allé se faire un petit resto chez Kate, la serveuse. Et cette fois, c'est moi qui ai pris la photo souvenir. Jeudi soir. Finalement, j'ai cédé aux avances de la serveuse. Elle me fait pas plus d'effet que ça, mais bon, depuis le début de mon séjour à Melbourne, elle a été adorable et visiblement je lui plais beaucoup. J'ai besoin d'affection et je préfère en échanger avec elle plutôt que tout gaspiller avec une connasse dans le genre de ma princesse. Quelque part, même si c'est pas la passion, elle au moins elle mérite. Étant invité à prendre un bain en sa compagnie, j'ai accepté. Dans mon van, c'est pas le genre de luxe que je peux me payer. Et bonne surprise, elle est super bien foutue. Toute fine, musclée, des petits seins pointus, des jolies fesses rondes, la peau bronzée. Putain, j'aurais dû accepter son invitation plus tôt. Debout, dans sa baignoire, face à elle, nue, je la complimente d'une belle érection. Dans mon langage en tout cas, c'est un compliment. Et vu son sourire, elle le prend comme ça. Ambiance romantique. Sauf qu'en ouvrant le robinet, le pommeau de douche au-dessus de moi m'asperge d'un jet bouillant. Je hurle, bondis en arrière, et après m'être cogné sur le mur, je perds mon équilibre et glisse lamentablement au fond de la baignoire comme une araignée qui se noie. Je finis retourné sur le dos, en position du crapaud renversé, mais toujours avec ma bite droite tendue vers le ciel. Qu'importe la situation, je reste digne. Après avoir vite coupé l'eau, elle s'accroupit pour me cajoler en me demandant si ça va. Ouais, cajole-moi plutôt la bite. Quelques minutes plus tard, les bruits rythmés des éclaboussures et de ses cris donnent une réponse à tous ses colocataires. Rassurez-vous, John va bien. Après cette introduction charmante, elle m'invite dans sa chambre. J'adore ce moment de flottement qui consiste à traverser une maison peuplée d'inconnus, à poil et en érection. Je m'attends toujours à trouver quelqu'un pour s'offusquer, tandis que je me présenterai de la manière la plus polie possible, tout en dissimulant mon fou rire intérieur. Malheureusement, on arrive jusqu'à sa chambre sans croiser personne. Et là, c'est le carnaval. Cette fille est une lionne. Même physiquement, ses cheveux frisés et un peu au burn ressemblent à une crinière. On a fracassé son lit, puis fini devant son grand miroir, debout. L'image est pas mal, je prendrais bien une photo. On finit en hurlant, j'en mets de partout. Ça fait longtemps que l'un et l'autre avions besoin d'affection, je crois. Ce soir, elle voudrait que je la rejoigne sur la place du marché. Il n'y a plus de stand, la saison est finie pour cette année, mais par contre, les jeunes continuent de s'y donner rendez-vous pour faire du feu et de la musique. Vu la population, il y aura sans doute pas moyen de bosser. Je sais pas trop. J'en ai un peu rien à foutre d'aller traîner avec des jeunes. À la limite pour draguer, mais après ce tour de manège, je suis plutôt relax. Que faire ? Finalement j'y vais, en touriste, sans matos. Les autres jeunes font tous du jonglage enflammé, moi c'est l'inverse. Ça fait des années que j'en fais plus en dehors du boulot. Je bosse déjà assez dur comme ça, et puis pour une fois, j'aurai l'occasion de regarder les autres en faire. Bien qu'ils soient nuls pour la plupart. Assis dans l'herbe, je croise un type rigolo que j'aime bien. Assez vieux, mais beau gosse, toujours en costard, avec des petits détails vestimentaires bizarres, genre aristopunk mais super classe. Il bosse au resto à prix libre et fait de la photo. De temps en temps, il sort un tampon de la poche de son costard pour poser des petites étoiles rouges sur les murs, comme un gosse, ce genre de conneries. Aujourd'hui, il est venu avec tout le matos nécessaire pour faire du chai, un genre de thé aux épices indiens, c'est délicieux et il distribue ça à tout le monde. Lorsque Kate arrive, elle semble ravie de me voir et se jette dans mes bras, devant tout le monde. Moi ça me gêne un peu, c'est un coup à me griller devant les autres nanas. Et puis je la sens vraiment plus engagée que moi dans cette relation. À vrai dire, je ne ressens toujours rien. Même si ces baisers sont techniquement agréables, j'essaye quand même d'avoir l'air content de la voir, en me rappelant qu'elle a été chouette avec moi, et ce depuis le début. Respecte-la, bordel! Et puis je repars me balader, discuter avec des gens. Pendant ce temps, les jongleurs commencent à faire du feu. Je prends Kate en photo, elle aussi jongle. Mieux que les autres d'ailleurs. Puis je lui dis que je vais aller chez Serge, bosser sur mes photos de spectacle et ma pub sur internet. Je dormirai sans doute chez lui. En chemin, je m'arrête discuter avec une jolie nana que j'avais un peu branchée la semaine dernière. Kate débarque en plein milieu de la discussion et commence à m'engueuler. Elle jacasse très vite et je comprends rien du tout. En tout cas, elle a pas l'air contente. C'est la première fois depuis bien longtemps que ça m'arrive. Je suis sur le cul. Personne me crie jamais dessus. Personne, jamais. À mon avis, elle sent mon manque d'intérêt à son égard depuis le début, et elle prenait sur elle. Mais là, en me voyant brancher une autre nana, elle a fini par craquer. Mais honnêtement, ça me fait chier. Je me sens comme une grosse merde pour 2 raisons. Elle a été vraiment gentille avec moi, dès mon arrivée à Melbourne. Même en cherchant bien, je peux rien lui reprocher.
Et, après ce que m'a fait subir l'autre princesse, j'ai pas envie de faire ressentir le même genre de truc à une chouette nana. Le souci, c'est que j'ai pas trop eu le temps de lui expliquer quoi que ce soit, vu qu'après sa tirade, elle s'est barrée aussi sec. Mais je l'ai trouvée plutôt classe dans son attitude. Elle s'est pas laissée mener en bateau, ça me plaît. J'aurais aimé avoir la même hargne face à la princesse papillon. Enfin bon, ça change pas grand chose au final, j'irai quand même chez Serge. Le boulot avant tout. Avant de partir, je retourne la voir et lui demande de m'accorder 5 minutes, histoire au moins de présenter mes excuses et lui dire que je comprends sa réaction, même si, honnêtement, j'ai pas capté un mot quand elle m'a engueulé. Et par curiosité, je lui ai demandé quel était le détail qui lui a fait péter un plomb. Elle m'a répondu que c'est parce que j'allais dormir chez Serge. Ah bon? Elle croyait que si j'étais venu au marché, ça voulait dire que je viendrais dormir de nouveau chez elle. Ah bon? Au fur et à mesure qu'on discute, elle réalise le malentendu. Faut dire que j'ai l'air très surpris. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me fasse la gueule parce que je branche d'autres nanas devant elle. Bon, ça je peux comprendre. Mais a priori, c'est pas ça le problème, non? Elle me fait un gros câlin et m'embrasse l'air soulagé. Moi, j'y comprends rien. Et là où je suis encore plus surpris, c'est que je pensais que l'histoire avec Kate s'arrêterait là. À partir du moment où je l'avais énervé, c'était mort. D'habitude, mes histoires s'arrêtent sans même s'énerver. Tu vois, j'arrive pas jusqu'à ce point-là. Alors avec un coup d'éclat pareil, pour moi, c'était fini. Et d'ailleurs, j'acceptais très bien, surtout dans la mesure où je comprenais que mon comportement soit énervant. Mais si elle veut encore s'envoyer en l'air avec moi, j'essaierai de prendre un peu plus soin d'elle. Je lui propose de me montrer moins indécis à l'avenir et de lui dire exactement ce que je compte faire pour éviter ce genre de confusion. Elle me laisse filer chez Serge. Merci. Départ de Saint-Kilda. Comme à chaque départ, j'aime bien conclure les choses par un bon gros show et une nuit de sexe torride. Pour le gros show, c'est raté. Le dernier se passe à la South Bank, en parallèle d'Indiana Jones, dans l'après-midi. On joue l'un à côté de l'autre, plus ou moins, à 200 mètres de distance. Il a une foule de dingue, tandis que moi, je grignote ses restes. Je me suis fait submerger sous le poids de son spectacle. J'ai dû arrêter en plein milieu. Mais bon, ça va, je le prends cool, c'est Indiana, c'est le boss. J'ai demandé aux gens de pas s'inquiéter, car après tout, messieurs dames, si mon show ne marche pas, je devrais simplement retourner à mon ancien travail, la prostitution. Autant cette blague passe super bien en soirée, autant en pleine journée c'est limite. J'ai devant moi quelques familles outrées et des jeunes morts de rire. C'est peut-être minable comme humour, mais ça reste quand même pas mal d'arriver à faire de l'autodérision lorsque le show foire. Par rapport aux performeurs qui deviennent fous et fracassent leur matos à coups de pied, c'est déjà moins pire. Mais bon, je relativise cet échec dans la mesure où 2 superbes filles viennent m'aborder. L'une est australienne, brune, à la peau très blanche, ultra mignonne, toute fine. L'autre est malaisienne, encore plus belle. Normalement, je suis pas trop attiré par les filles de couleur, mais là, elle est hors catégorie. Le même corps parfait que sa copine, des yeux noirs immenses et un sourire de la même taille. On dirait 2 poupées de la même marque, mais dans des couleurs différentes. Il y a quelques jours, elles avaient déjà assisté à mon spectacle et aujourd'hui elles sont revenues avec un cadeau. Une tortue en pierre verte transparente, pour que je me souvienne de notre rencontre. Elles ont chacune la même dans leur poche. Oh, c'est mignon. J'ai du mal à leur dire au revoir. J'aimerais les emmener dans mon van pour une nuit magique. Elles aussi en ont envie, je le sens, mais elles doivent rentrer à 21h. Elles sont dans une sorte de foyer pour filles. Les mecs y sont interdits. Chambre au 2e étage, avec des fenêtres aux barreaux. Galère. Après avoir élaboré toutes sortes de plans farfelus, mission ninja, escalade, etc. pour s'envoyer en l'air, sans trouver la moindre solution réalisable, j'ai bien dû rentrer au tramway, seul et fatigué, mais pas déprimé. Les filles m'envoient des messages enflammés, comme quoi la frustration est pour une fois partagée, c'est toujours plus facile à supporter. De toute façon, je me suis rattrapé avec Kate. Elle se déchaîne, malgré un tout petit corps, elle a une énergie incroyable. En plein jour, la porte de la chambre ouverte, sur l'appartement rempli de colocataires intimidés. Décidément, elle est aussi borderline que moi. En partant, elle m'offre des canards en plastique, pour jouer dans le bain, en souvenir. Il s'ajoute à la décoration de mon van. Sur le tableau de bord, la lettre de ma grand-mère, la photo de mes cousins, une fleur de papier faite par Tyrene, une tortue verte, et maintenant, des petits canards coquins. Avant ça, il y avait aussi une plume que ma princesse avait placée à côté de la fleur. Mais il y a quelques jours, en roulant, dans un soudain élan de bonne humeur, j'ai décroché cette merde, puis je l'ai balancée par la fenêtre, sur fond de techno minimaliste. Kiss my ass fucking princess. En regardant mes décorations, je pense à ceux qui me les ont offertes, et aux proches restés en France. À la base, mes carnets de bord, c'était pour eux. Évidemment, c'est surtout pour moi. Ça m'amuse, ça m'aide à passer le temps, ça m'aide à pas devenir fou. Mais toutes les semaines, j'envoie un bout de chapitre par mail collectif, et je me rends compte que ça fait un bail que certains ne me répondent plus. Ma grand-mère, par exemple. Et elle a peut-être été choquée que je fasse la pute sur King Cross. Après tout, elle est prof de catéchisme dans la paroisse de son village. Avant de partir pour la nouvelle ville, Adélaïde, j'envoie un dernier texto à la princesse. My little sister does not like you. Ce qui veut dire, ma petite sœur ne t'apprécie pas. C'est le pire que j'ai trouvé.
J'aurais pu lui dire tout un tas de saloperies pour la faire culpabiliser, comme par exemple le fait qu'elle fut ma seule déception à Melbourne, ce genre de choses. Mais l'impact est faible. Ce genre d'attaque ne serait qu'un aveu de ma propre faiblesse et de mon désir toujours brûlant à son égard. En l'attaquant par le biais de ma petite sœur, c'est avec une main innocente que je la poignarde. D'autant plus qu'elle sait très bien que ma petite sœur représente beaucoup pour moi, beaucoup plus qu'elle. Et je lui ai montré le dessin. En allant bosser, j'ai demandé aux autres performeurs si l'un d'eux voulait venir avec moi à Adélaïde, histoire de partager les frais d'essence. Et j'ai trouvé quelqu'un, Tony, un magicien. Je le connaissais pas encore, ou seulement de vue, de loin quoi. On s'est donné rendez-vous à 6h du mat le lendemain sur le spot. Comme à chaque départ matinal, au moment du réveil, je me sens comme au début d'une aventure. Ça me rappelle quand j'étais petit, lorsqu'on partait en ski en famille avec le camion de mon père. On se levait à 4h du matin, en pleine nuit, mais au lieu de gémir, comme lorsque l'alarme du réveil nous hurle d'aller à l'école, on se réveillait plein d'excitation. Et encore tout endormis, nous prenions la route. À l'arrière, sur la pile de bagages et de sacs, on posait un matelas en mousse. C'était toujours la bataille avec mon frère et ma sœur pour savoir qui s'installerait dessus, parce que c'est la meilleure place. De là, on pouvait s'allonger et faire des grimaces aux voitures de derrière par la fenêtre, ou tout simplement regarder le paysage. Mais très vite, on s'endormait, bercé par le ronronnement du moteur. Je roule dans la nuit, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus mon père qui est au volant du camion. C'est moi. Tony m'attend tranquillement sur le spot, chapeau de cow-boy sur la tête, cigario entre les dents, Ray-Ban et Santiago. La classe. On se salue virilement entre artistes de rue et prenons une minute pour regarder une dernière fois la place. Je revois les spectacles, les tirages au sort et les autres performeurs. Adieu Melbourne, je t'oublierai pas.